Israël, morceau de corps, carnage après un attentat suicide. Il fait la une dans la presse mondiale. Jenin, un camp de réfugiés palestiniens saccagé en représailles par l'armée israélienne. Paysage de guerre, une guerre contre les populations civiles. Le stade ultime d'une arme dont nous commençons seulement à soupçonner l'importance. Beyrouth, au Liban. Une ville pleine de vie. Et pourtant, une ville blessée par la guerre civile et l'occupation étrangère. Une modernité de surface qui ne peut cacher les plaies d'un passé violent. 18 avril 1983, à l'heure du déjeuner. À ce coin de rue va se produire l'un des événements les plus sanglants des 20 dernières années. Un chauffeur de camion attend. Un rapport secret du FBI a détaillé la chronologie de cet épisode. Juste après 12h30, le chauffeur du camion, assis au volant, attend un signal. C'est la Mercedes, ses phares clignotent. C'est le moment, le chauffeur lance son camion. Anne Damarel était employée à l'ambassade américaine à Beyrouth. Elle se préparait à être mutée dans une autre ville. Pour elle, la journée de travail commençait. J'entrais dans l'ambassade et je suis tombée sur mon collègue Bob Pearson, qui me dit « On va déjeuner ?» Ils étaient en train de s'asseoir quand une explosion aveuglante les emporta. Le chauffeur avait atteint son but, enfonçant son camion et 4500 kilos d'explosifs dans l'entrée de l'ambassade, juste en dessous de la cafétéria où Anne déjeunait. En fait, je n'ai pas pensé à une bombe. J'ai pensé à la foudre. Et j'ai senti une chaleur intense. Je voulais dire à Bob que j'étais morte. Je me penchai pour lui dire ce qui était arrivé et je me suis rendu compte que je n'avais pas de corps. Je me suis sentie profondément seule. Anne, portée ici par des sauveteurs bénévoles, survécut. Mais 63 personnes périrent, dont 17 Américains. Parmi les morts, le chauffeur du camion. Son acte, un attentat suicide, inaugure une nouvelle époque et une nouvelle arme. En 1983, l'apparition des attentats suicides stupéfie les milieux de renseignement. La CIA confie à Robert Baer une mission. Percer le mystère de l'attentat contre l'ambassade. Les jours passaient, il n'y avait pas une piste. L'explosion avait été si énorme qu'il ne restait rien. On ne savait rien. Rien sur le chauffeur, rien sur le propriétaire du camion, rien sur les explosifs, rien sur le djihad islamique qui revendiquait entre autres l'attentat. C'était aussi difficile que trouver une aiguille dans une botte de foin. Pour moi, c'était sidérant. Qui avait pu faire ça? L'attentat était très professionnel. Et à ce moment de ma vie, j'étais devenu un espion professionnel. Ils auraient pu se contenter de poser une bombe dans un camion devant l'ambassade. Organiser un attentat suicide, c'était envoyer un message aux États-Unis. En gros, on n'est pas des plaisantins, on n'est pas des lâches. C'est la même chose que pour le World Trade Center.
C'est un symbole fort. C'est de la guerre psychologique et les types qui se suicident, c'est aussi fort que l'attentat lui-même. Quelques mois après l'attentat, les États-Unis retirent leurs troupes de Beyrouth. Quant à Ber, il cherche laborieusement à identifier le réseau qui a monté ce premier attentat. Je commence par reconstituer ce que j'appelle des matrices. Il y a un type qui habite dans telle maison, il y en a un autre qui habite au bout de la rue, ils se téléphonent tout le temps, et pourtant ils habitent tous dans le même quartier. Robert Ber découvre que ces hommes, issus des quartiers populaires du sud de Beyrouth, font partie d'un réseau d'anciens du mouvement palestinien El Fatah. Après que les Israéliens aient forcé leurs dirigeants à quitter le Liban en 1982, ces militants se lient à un nouveau venu au Liban, l'Iran. La piste la plus fructueuse vient finalement de cette mosquée, à proximité d'un camp de réfugiés palestiniens. Les agents de Ber obtiennent par des confidences de l'imam de la mosquée l'identité probable de l'homme du camion, Mohamed Hassouna. Les agents de Robert Ber réussissent à soustraire sa fiche d'identité des registres du ministère de l'Intérieur. Quant à sa famille, elle prétend qu'il est parti en Iran. Peu après, la famille a reçu une lettre annonçant qu'il était mort en martyr. Et avec la lettre, il y avait des photos d'une tombe en Iran. Bon, ce n'était pas une preuve en acier, mais tout de même, le chauffeur du camion semblait bien être Hassouna. En effet, à s'en tenir au passeport de Hassouna, il n'avait pas quitté Beyrouth. Était-ce donc lui l'auteur de l'attentat suicide ? Robert Ber ne trouverait jamais de réponse certaine. Pour l'enquête, c'était l'impasse. Mais la lettre envoyée d'Iran était révélatrice. Elle associait Hassouna à ces dizaines de milliers de jeunes Iraniens qui se portaient alors volontaires pour se battre contre l'Irak. On les appelait Basiji, c'est-à-dire volontaires organisés. Ils allaient devenir la nouvelle arme de l'Iran dans la guerre. De nombreux Basiji sont enterrés dans des cimetières de martyrs comme celui-ci à Téhéran. Les Iraniens prétendaient que parmi eux se trouvait le corps de Mohamed Hassouna. Monsieur Khomeini pensait qu'il y avait toujours plus besoin de Basiji. Il a donné l'ordre au clergé et aux gardes de la Révolution d'entraîner les jeunes des écoles et des séminaires pour qu'ils se sacrifient pour l'islam ou la Révolution. Il fallait les conduire sur le chemin de la guerre. Il prenait des gosses de 10 à 13 ans. J'ai vu des gosses de 11, 12 ans dans des camps de Basiji. On leur lavait le cerveau au point qu'ils étaient prêts à se jeter sous un tank. La guerre contre les envahisseurs irakiens dura 8 ans. Plus d'1 million de personnes y trouvèrent la mort. Les Basiji étaient très jeunes, parfois des enfants. Khomeini comptait sur eux pour faire face à la supériorité technique en matériel militaire de l'Irak. Par dizaines de milliers, ils y perdirent la vie. Ces 3 hommes ont quitté l'Iran. Ils témoignent aujourd'hui et révèlent la face cachée de cette guerre révolutionnaire. Quand la guerre a commencé, il fallait avoir 18 ans pour aller sur le front.
Chez les Bassidji, les volontaires de moins de 18 ans devaient encore demander la permission de leurs parents. Ça ne marchait pas. Alors Khomeini a dit « Je suis le père des Bassidji et je leur donne mon autorisation. Donc ils n'ont pas besoin de demander à leurs parents. » Quand on est jeune, on a des désirs, qu'ils soient matériels, spirituels ou sensuels. Et eux, ils niaient ce qu'il y avait de sensualité en nous. Ils voulaient nous insuffler un instinct de guerrier, en nous montrant des films comme ceux d'Arnold Schwarzenegger, des films de guerre, des films de karaté. Quand on a 12 ou 13 ans, il n'y a pas de plaisir plus grand que tenir un fusil. C'est vrai que je pouvais perdre la vie, mais d'un autre côté, je savais que je pouvais tout de même ôter la vie de beaucoup d'autres. La stratégie de l'Iran, c'était de transformer la ferveur religieuse des recrues en ardeur sur le champ de bataille. Des vagues humaines de Bassidji couraient au-devant des balles irakiennes ou foulaient les champs de mines pour frayer le chemin des troupes régulières. Leurs exploits étaient filmés et glorifiés pour recruter de nouveaux volontaires. Je me souviens, c'était en décembre 86, à la frontière de l'Iran et de l'Irak. Pour dégager un champ de mines, il y avait besoin de 1000 volontaires. 3000 volontaires se sont proposés. Mais les officiers ont dit qu'ils en voulaient seulement 1000. Une bagarre allait éclater, alors une course a été organisée à 1 kilomètre du champ de mines, avec des arbitres pour surveiller. Ce sont les 1000 premiers qui seraient pris, et les suivants devraient attendre le prochain champ de mines. J'étais un des 3000 volontaires, mais je n'ai pas réussi à faire partie des 1000 premiers. L'une des idées de Khomeini, avec laquelle nous étions en désaccord, c'était la création d'une culture du martyr dans le pays. On encourageait à goûter le sirop du martyr. Cela devenait un désir et un idéal d'être martyr. Khomeini avait fait des promesses qu'il ne pouvait tenir en ce monde. Aux martyrs, il promettait des jardins, des châteaux, des anges merveilleux. Mais tout cela est absurde. Il n'y a rien de ce genre dans l'islam. Que des soldats soient prêts à se donner en sacrifice en temps de guerre, ce n'est pas nouveau. Ce qui se passait en Iran rappelle la tentative désespérée du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des milliers de pilotes kamikazes mouraient en s'abîmant sur l'ennemi américain. Ici, ils boivent du saké avant leur dernière mission. Plus de 5000 soldats américains, de l'armée de terre, de l'air et de la marine, allaient trouver la mort dans ces attaques. De nombreux navires et porte-avions furent coulés. Mais les bombes humaines d'aujourd'hui ne dépendent plus d'une machine de guerre complexe. Les techniques utilisées sont étonnamment simples et bon marché. Avec environ 170 €, on peut fabriquer une ceinture d'explosifs avec des pièces achetées à la quincaillerie du coin. De la poudre de TNT emballée dans des sachets à sandwich, une couche de clous par-dessus, effet mortel garanti. La bombe humaine d'aujourd'hui n'est pas le soldat d'un État. C'est un individu recruté pour donner sa vie au service d'une cause politique. Des psychologues ont d'abord cru que l'examen de l'état psychique des hommes et des femmes des commandos suicides permettrait de comprendre le phénomène.
On peut supposer que de manière générale, dans toute société, il y a des gens qui sont prêts à se suicider pour des raisons personnelles. Donc j'ai d'abord pensé que ces gens qui veulent se suicider trouvent là une façon commode de le faire en invoquant des raisons politiques. Et je me disais que ceux-là seraient tout prêts à se faire recruter par une organisation pour de telles missions, puisqu'ils veulent mourir de toute façon. Ariel Merari commença par rechercher des exemples analogues dans le passé. Il s'intéressa au cas des 10 militants de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, qui avaient poursuivi une grève de la faim jusqu'à la mort. Il arriva à la conclusion que le lien qui unissait ces hommes dans leur acte était plus déterminant que la psychologie individuelle. Il est peu probable que 10 individus qui se trouvent être en prison en même temps soient tous des individus suicidaires. Donc, j'en suis venu à comprendre, dans ce cas particulier, que le pouvoir du groupe fait que le groupe devient plus fort que la volonté de vivre de l'individu. J'en suis ainsi venu à penser que le commando-suicide n'est pas un phénomène personnel, mais un phénomène d'organisation. La clé pour comprendre n'est pas dans la personnalité du candidat. C'est la préparation psychologique donnée au candidat par l'organisation qui sera déterminante. Avec le départ des Américains du Liban, les attentats suicides s'étaient révélés une tactique si efficace qu'ils allaient être utilisés contre l'armée israélienne au sud Liban et ses supplétifs libanais. L'offensive allait être menée par le Hezbollah, le Parti de Dieu, soutenu par l'Iran. نقسم بدماء وأشلاء أطفالنا وعذابات أسرانا. لبيك يا حزب الله، لبيك يا حزب الله. Quand Israël, l'ennemi sioniste, a envahi notre pays, les armes dont nous disposions étaient faibles. Avec des kalachnikovs, on n'arriverait jamais à chasser l'adversaire et on ne réussirait pas à le combattre efficacement. La libération de notre terre est un devoir sacré, presque autant que la religion elle-même. Si nous avions pu résister à l'ennemi en utilisant des armes conventionnelles, il n'aurait pas été permis d'adopter l'arme du martyr. C'est l'extrême nécessité qui nous a déterminés. Le Hezbollah entreprit de mobiliser la population défavorisée des chiites du Liban autour de la lutte de libération et en instaurant une culture du martyr. Comme en Iran, la cause était célébrée par l'image et le cérémonial. Le Hezbollah dispose d'une station de télévision qui enregistre les exploits militaires de ses combattants et diffuse les dernières paroles de ces bombes humaines. Le suicide est interdit par l'islam comme par toutes les grandes religions. Pour que l'offensive militaire soit menée, encore fallait-il obtenir l'approbation des plus hautes autorités chiites du pays, de manière à ce que les attentats suicides soient considérés comme des actes de martyrs. Les actions des martyrs font partie de la guerre.
La guerre, c'est autre chose que le suicide. Le suicide provient de l'épuisement de l'âme du fait de raisons personnelles. Alors que le martyr, c'est être disposé à mourir pour une cause plus grande. De grandes manifestations comme celle-ci célèbrent la résistance et le martyre. Elles sont diffusées en direct par El Manar, la télévision du Hezbollah. Clou du programme, des acteurs miment la débâcle des Israéliens et des Américains chassés du Moyen-Orient. سبحانه وتعالى هي أرفع وأروع عناوين الاستشهاد في هذا العصر. العمل الاستشهادي هو السلاح الذي أودعه الله في هذه الأمة والذي لا يمكن لأحد أن ينتزعه منا. يمكن أن ينتزعه منا المدفع أو الدبابة أو الطائرة، ولكن لا يمكن أن ينتزعه منا روحنا العاشقة لله العازمة على الشهادة. Salah Gandour était l'un des combattants de l'armée du Hezbollah prêt au martyre. J'ai rencontré Salah en 1990. Nous avons été fiancés 7 mois. Nous nous sommes mariés au début 91. Dans ces derniers jours, il passait plus de temps à la maison parce qu'il savait que c'était ses derniers jours. Quand je l'ai épousé, je m'attendais à ce qu'il devienne martyr, d'un moment à l'autre. Après que nous ayons eu 3 enfants, j'ai commencé à penser que ça lui prenait du temps pour se décider. Franchement, je ne pensais pas que nous pourrions vivre ensemble 5 ans. C'était important pour vous qu'il soit dans la résistance? Bien entendu. Si nous n'avions pas défendu notre terre, qui l'aurait libérée? Si nous n'avions pas accepté le sacrifice de nos frères, de nos maris, cette nation ne serait toujours pas libérée. Le prix à payer, c'est le sang versé de nos martyrs, les efforts de nos combattants. Certains d'entre eux continuent le combat. Le Hezbollah enregistra l'attentat ainsi que les dernières volontés de Salah. Le programme fut ensuite diffusé par la télévision du Hezbollah. C'est l'action que papa a faite. Là, il y a un convoi qui vient de là-bas, en Palestine. Ils font la relève. C'est là que l'action a eu lieu. Ça, c'est la voiture où papa a explosé. Oui, c'est vrai, il me manque. Je me souviens de ces mots. Pour dire la vérité, je suis quelquefois remuée par tout cela, mais malgré tout, j'aime quand même regarder ces images. Temple bouddhiste à Colombo, au Sri Lanka. Le pays a longtemps eu une image de sérénité, de richesse culturelle. C'est maintenant le décor exotique d'une nouvelle étape sanglante de l'histoire des bombes humaines. Si cette nouvelle arme avait connu ses débuts au Liban avec 28 attentats suicides,
Elle connaîtrait son plein essor au Sri Lanka avec plus de 200 attentats. Depuis 1983, l'île du Sri Lanka est ravagée par une guerre civile qui oppose la minorité tamoule et la majorité célanaise. Les Tigres tamouls sont la force armée, laïque, du mouvement tamoul qui aspire à la sécession et à la création d'un nouvel État qui s'appellerait Tamil Elam. La stratégie de guérilla classique s'est trouvée modifiée par la création de l'unité spéciale de commando suicide, les Tigres noirs. Le tout premier attentat suicide a eu lieu en juillet 1987. Ensuite, l'armée rebelle des Tigres tamouls a atteint un haut niveau dans l'art des attentats suicides pour toucher ses cibles. Quand je dis cible, je veux dire qu'il ne s'agissait pas seulement de cibles militaires, mais aussi de cibles politiques. Une visite de la présidente du Sri Lanka, Chandrika Kumaratunga, au Parlement, le 18 décembre 1999. L'explosion, c'était une bombe humaine. La présidente échappe de peu à la mort, mais elle perd un œil. C'est l'un des nombreux attentats politiques des Tigres noirs. Parmi eux, le premier ministre indien Rajiv Gandhi, assassiné en mai 1991, et déjà un autre président de la République du Sri Lanka, Ranasinghe Premadesa. Cette fois-ci, comme souvent au Sri Lanka, la bombe humaine est une femme. Le rôle majeur des femmes dans les commandos suicides est célébré dans des bandes vidéo réalisées par les Tigres tamouls. Cette danse décrit des femmes victimes de viols et de meurtres infligés par les forces de sécurité du Sri Lanka. Soudain, surgit au milieu des assaillants une femme vêtue de noir. C'est une bombe humaine. Les femmes combattent aux côtés des hommes dans les actions militaires des Tigres. Près de la moitié des commandos suicides sont des femmes. Ces femmes-ci sont des soldats tamouls ordinaires. Sans que ses camarades ne le sachent, l'une d'entre elles fait partie des Tigres noirs. Elle consent à parler avec le visage caché. C'est un choix de devenir tigre noir. Personne n'est forcé. Il y a beaucoup de raisons qui conduisent quelqu'un au tigre noir. Un événement qui a touché sa famille, un événement tragique dont on a été témoin, le désir de vaincre plus vite. En devenant tigre noir, on a la possibilité de tuer beaucoup d'ennemis. Ces femmes quittent leur famille et rompent avec ce qui est attendu d'elles dans une société traditionnelle. Ce qui leur est offert en échange, une forme d'émancipation et au bout du combat, la libération nationale. Ainsi, elles intègrent la grande famille des combattants. Les bandes vidéo d'actualité tamoule célèbrent leur exemple. Ici, une combattante cède son fusil au moment où elle devient une martyre à son tour. Elle avale une capsule de cyanure qu'elle porte au cou, comme tous les combattants, pour ne pas tomber aux mains de l'ennemi. Tous les Tigres noirs sont recrutés avec l'accord de cet homme, Velupillai Prabhakaran. C'est le chef suprême des Tigres. On lui rend hommage dans un culte qui rappelle celui d'une divinité. C'est une figure paternelle terrible, tout à la fois respectée et crainte. Une fois que le candidat au martyr est prêt, il a le privilège de dîner avec le chef. Privilège de la photo aussi. Une fois la tâche exécutée, la photo est rendue publique à des fins de propagande. On annonce le nom du héros, mort en martyr, pour la cause.
Ici, dans ce village modeste du nord du Sri Lanka, a vécu Pamini Parajasinghan, une femme membre des Tigres Noirs, morte dans un attentat suicide à l'âge de 25 ans. C'est en lisant le journal que nous avons appris sa mort. Nous avons eu un immense chagrin, mais en même temps nous étions fiers, car il faut accomplir son devoir. On nous a dit qu'elle est morte en martyr. Pamini appartenait à l'unité singulière des Tigres Noirs marins, qui se font exploser avec leurs bateaux en percutant la flotte du Sri Lanka. En 2001, dans un raid éclair contre l'aéroport national, un petit groupe de Tigres Noirs parvient à détruire 8 avions des forces aériennes et la moitié des appareils de la Compagnie nationale du Sri Lanka. Les capacités touristiques du pays en subissent de graves contre-coups. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas de solution militaire aux problèmes politiques. Il faut trouver une solution politique. L'armée a tous les tanks et l'artillerie qu'elle demande. Elle a pompé des millions de roupies pour la guerre. Résultat, néant. Avec des actions comme celle-ci, les Tigres tamouls ont perfectionné l'arme du Hezbollah. Dans leurs mains, les bombes humaines sont devenues une arme formidable, une arme de pauvres. Des rebelles qui pouvaient compter sur à peine 10 000 soldats tiennent en échec les forces de sécurité officielles qui regroupent, elles, près de 200 000 personnes. La forme la plus brutale de terrorisme, c'est la bombe humaine. Ce combattant sacrifie sa propre vie pour la cause. Et contre une telle arme, je ne crois pas qu'on ait trouvé d'antidote. L'Amérique ne l'a pas trouvé, pas plus que l'Angleterre ou un autre pays. Rien ne reste du corps de Pamini, mais ceci est son lieu de repos symbolique pour elle et des centaines de martyrs. Environ 50 000 personnes, dont près d'un tiers de civils, ont perdu leur vie dans cette guerre. Quelle que soit la brutalité de leur guerre, les Tigres tamouls ne prirent jamais les civils comme cible stratégique première. Il allait en être autrement dorénavant. Cinq mois après les accords d'Oslo en 1993 entre Israéliens et Palestiniens, un colon juif, adversaire du processus de paix, ouvre le feu sur des musulmans pendant le jeûne du Ramadan, dans un lieu saint pour l'islam comme pour le judaïsme. Il tue 27 fidèles, tous des civils. Un interdit vient d'être transgressé, un précédent vient d'être créé. Les opérations suicides ont été une réaction aux martyrs de 27 Palestiniens, victimes de Barour Goldstein pendant le Ramadan à Hébron, à la mosquée Ibrahim. Le résultat a été que le peuple palestinien est descendu dans la rue pour protester. Les Israéliens leur ont tiré dessus sur les rives du Jourdain et à Gaza. Résultat, 28 martyrs de plus. Hamas, le mouvement de la résistance islamique. Une organisation de militants islamistes opposés au processus de paix organise des représailles 2 mois plus tard.
Un attentat suicide à l'intérieur d'Israël. La voiture fait 8 morts et de nombreux blessés. À la différence du Liban, les cibles ne sont pas des soldats, mais bien des civils. Après ça, le peuple palestinien s'est mis à riposter à l'oppression de l'ennemi sioniste avec des opérations analogues dans les territoires occupés. Pour Hamas et le djihad islamique, cette campagne d'attentats suicides est une réaction au massacre de Hébron. Mais elle trouve son fondement idéologique dans le djihad, guerre sainte, contre l'État juif en Palestine. Ces images produites par Hamas à des fins d'endoctrinement n'étaient pas destinées à être montrées à la télévision. Elles venaient soutenir la campagne des attentats suicides. Le djihad est la voie à suivre et les attentats suicides contre les civils deviennent l'arme privilégiée au milieu des années 90. Ces attentats destructeurs frappent en cascade les plus grandes villes d'Israël. Des dizaines et des dizaines de victimes. C'est une véritable stratégie qui est mise en œuvre. Bon, nous avons cherché à identifier les points faibles de l'ennemi. Nous savons bien où se trouve sa force principale. C'est le soutien militaire et politique de l'Amérique et de l'Occident et la caution des Nations Unies. Le point faible, c'est la sécurité d'Israël, sa sécurité intérieure. Je ne vais pas m'opposer à son point fort, mais bien entendu à son point faible. هذه العمليات لا تستهدف المدنيين. المجتمع الإسرائيلي مجتمع عسكري. معروف أنهم عسكروا المجتمع. يعني كل المجتمع الإسرائيلي. La stratégie du Hamas et du djihad islamique de prendre les civils pour cible est approuvée par de nombreux lettrés musulmans. Cheikh Youssouf Al-Qaradawi est sur le plateau de Al Jazeera. Il a rendu public un décret religieux, une fatwa, qui soutient explicitement l'élimination des civils. فعندما يفجر الأخ نفسه اليوم الأخ اللي فجر نفسه في موقع لقاءات الأتوبيسات وحيث يجتمع الجنود العائدون من هو لا يقصد إنه يعني يقتل طفلا أو كذا، إنما هو بيحاول إنه يقتل الناس اللي هم جنود فعلا، إما جنود بالفعل أو جنود احتياطيين. أنا الشهيد الحي صالح عبد الرحيم حسن صوي لم يكن أمامنا سوى الخيار أيضا إلا جعل كل الشعب اليهودي رهينة الخوف والرعب. À l'exemple du Hezbollah, Hamas et le djihad islamique enregistrent les dernières paroles des bombes humaines. Mais quelles sont leurs raisons de tuer et leurs raisons de mourir ? Dans cette prison israélienne, un groupe singulier de détenus. Ce sont des membres de commandos qui ont raté leurs attentats suicides. Qu'est-ce qui peut motiver une personne à sacrifier sa vie et à faire exploser un bus ? Je vois les choses différemment de vous. Vous, ça vous intéresse de vivre en ce monde joyeusement. Moi, je n'ai pas la possibilité de vivre comme ça. J'aimerais bien vivre dans le bonheur, avoir une maison, mais je n'ai pas tout cela. À quoi bon vivre cette vie ? Je ne suis pas comme vous.
C'est la vie de l'au-delà, la vie au paradis qui m'appelle. Alors faire sauter un bus, ça vous envoie au paradis? Personne ne vous force à mourir, le paradis c'est une des raisons. Ce phénomène de la lutte me touche vraiment. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement l'individu, c'est aussi ce qui l'entoure. Il m'a fallu des années pour comprendre et je ne suis pas sûr de tout comprendre. C'est un phénomène très complexe, mais j'ai des pistes sur les raisons qui poussent des gens à agir de manière si atroce. Nous avons découvert dans chaque cas un événement traumatique lourd qui a marqué cette personne dans son enfance. Beaucoup d'entre eux ont assisté au tabassage de leur père pendant la première intifada. Pendant la première intifada, ils étaient encore des enfants. Maintenant, ce sont eux les martyrs. Ces personnes ont été témoins d'humiliations en tout genre quand ils étaient enfants. Destruction de maisons, humiliation au barrage de l'armée, tabassage, coups de feu, et en plus des images de télévision qui ont un fort impact sur l'esprit des enfants. Les attentats suicides se sont multipliés en réaction à l'occupation et à la supériorité militaire israélienne. Rivalisant entre elles, les autres organisations palestiniennes ont choisi à leur tour d'adopter cette tactique pour assurer leur prééminence dans la lutte. Mohamed Darakmeh appartenait à la Brigade El-Aqsa, une organisation clandestine issue du Fatah, le principal mouvement politique laïque palestinien. أنا الشهيد مع وقف التنفيذ ابن مجموعة الشهيد محمود المغربي ابن كتائب شهداء الأقصى فلسطين. كانت المجموعة بتخطيط لعملية بطولية استشهادية للبطل محمد أحمد دراغمة في قلب القدس. Mohamed Darakmeh était un jeune qui aimait s'amuser. Le voici aux fiançailles de son frère il y a un peu plus d'un an. En mars 2002, il était devenu un militant endurci, combatif, qui avait pris la décision de se faire exploser pour tuer des passants d'un quartier de Jérusalem. Personne ne soupçonnait son projet quand il est parti de chez lui la dernière fois. Ce jour-là, il m'avait demandé de laver cette chemise. Je l'ai lavée, et puis il est parti. On ne peut pas accepter de perdre son fils. Il fallait plusieurs mois pour préparer un attentat suicide chez les Tamouls. Quelques semaines pour le Hamas. Il a suffi de quelques jours pour équiper Mohamed et l'envoyer à la mort. Aujourd'hui, le nombre de volontaires ne cesse de croître. Une heure avant de partir, il était assis dans ce même fauteuil où son frère se fait couper les cheveux en ce moment. Il était resté silencieux. Vous avez été étonné ? Oui, vraiment. Je ne m'y attendais pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne m'y attendais pas. S'il nous avait dit quelque chose, on l'aurait empêché. On n'aime pas ce genre de truc. On l'aurait attaché pour l'empêcher. Tuer, ce n'est pas bien. Le frère de Mohamed est chauffeur ambulancier au Croissant Rouge palestinien. Le dernier jour, il m'a bien dit quelque chose. J'étais avec un collègue. Mohamed s'est approché de nous.
il est resté à la porte. Mon ami lui a dit « Mohamed, tu crois pas que le moment est venu pour toi de grandir, de devenir un homme ? Tu te comportes comme un petit garçon. » Mohamed a répondu « Aujourd'hui, vous verrez si je suis un homme ou pas. » Assommés, ils cherchent à comprendre. Ils ne cessent de revoir la cassette où Mohamed dit ses dernières volontés. Ils mettent la pression. On vous met dans une cage, comme un oiseau qu'on attrape et qu'on enferme dans une cage. Qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. C'est ce qui est arrivé à Mohamed. C'était un petit oiseau, ils l'ont attrapé, ils l'ont enfermé et il en est mort. C'est ainsi que Mohamed a consumé sa vie. Et il a entraîné avec lui dans la mort 9 Israéliens. On a blessé 60 qui sortaient de la synagogue un samedi soir dans un quartier juif orthodoxe de Jérusalem. Quand vous en arrivez à un état de radicalisation extrême, vous en arrivez à ce qu'on appelle en psychologie une attitude paranoïaque. Le monde est divisé en deux. L'ennemi d'un côté, nous de l'autre. L'ennemi, c'est l'ennemi. Tous pareils, enfants, adultes, femmes, vieux. L'ennemi, c'est l'ennemi. Les blessés furent transportés en quelques minutes à l'hôpital Bikour Cholim, à quelques pâtés de maison du lieu de l'attentat, à moins de 20 km de Daashia. C'est le docteur Sharon Florou qui les a reçus le premier. À la fac de médecine, dans les livres de médecine, on traite des accidents, on s'intéresse au traumatisme. Mais cette situation-là où quelqu'un se fait exploser les autres, ça on n'avait jamais connu. C'est un phénomène complètement nouveau. Et puis il y a le genre de blessure. Quand on voit des blessés avec des clous et des vis, on n'avait jamais connu ça. Sur le plan personnel, ça m'a d'abord épouvanté. Après chaque attentat, je n'arrive plus à dormir la nuit. Ces images atroces me reviennent tout le temps, de manière lancinante. Et à chaque nouvel attentat, les images reviennent la nuit dans mes cauchemars. Et puis, il y a toujours un nouvel attentat. On ne peut jamais se déconnecter. Je suis dans un monde bizarre. D'un côté, je soigne les blessés, et d'un autre côté, je suis dans un cauchemar qui ne finit jamais et qui se répète tous les jours. À Daashia, la nouvelle de l'attentat est célébrée dans la rue. Et 6 jours après l'attentat de Mohamed, l'armée israélienne fait à nouveau la démonstration de sa force par un bombardement aérien. Elle frappe la direction des forces de police de l'autorité palestinienne et d'autres bâtiments publics à proximité de Daashia. Je ne peux parler de la guerre que si je comprends la psychologie des Palestiniens et aussi la psychologie des Israéliens. Le problème est qu'à ce stade, personne n'a gagné sur le plan moral, ni dans la paix, ni dans la guerre. Et si une communauté n'a aucun sentiment de victoire morale, alors elle va se détruire elle-même dans la violence.
D'ailleurs, en Israël, au même moment, la violence s'est aussi accrue parce que les Israéliens non plus n'avaient pas le sentiment d'avoir gagné d'un point de vue moral ou militaire. De ce point de vue, l'autre est le miroir qui nous renvoie notre image. Le destin a voulu que j'ai étudié les événements les plus extrêmes, les plus violents de la deuxième moitié du XXe siècle. Tout au long du XXe siècle, et même à la fin du XIXe, on a vu une érosion des limites de la guerre, comme un débordement. La guerre a de plus en plus pris pour cible les civils. Le point culminant a été atteint avec les bombardements des villes allemandes par les Anglais et les Américains. Et puis ça a été Hiroshima et Nagasaki. C'est le combat contre le mal qui nous a conduits au mal. Avec les attentats suicides, les limites reculent encore. À vrai dire, les attentats suicides sont adaptés à un monde d'apocalypse. Rien d'étonnant alors que des gens soient prêts à se servir d'objets techniques à portée de la main pour éliminer le nombre maximal de gens désignés comme des ennemis. On va toujours plus loin dans la transgression et on va toujours plus loin dans la destruction illimitée. Il y a quelque chose de l'apocalypse dans les attentats suicides, un climat de menace, de transcendance mortelle, quelque chose qui rompt avec les repères de la vie ordinaire. La tentation pour les victimes des attentats suicides, c'est d'en finir par une violence telle qu'elle ressemble du coup à celle de l'agresseur. Tel est le vrai danger.